Maintenant qu'on a enlevé vos têtes de l'écran. Bon. On s'était arrêté la dernière fois après la petite physique de l'éthique 2. Donc maintenant, nous en avons assez avec cette physique pour déduire la production des 3 différents genres de connaissances. Alors il faut bien voir ce qui va se passer dans l'éthique 2. Et pour être complet, je devrais dire dans l'éthique 2 et dans la deuxième partie de l'éthique 5, puisque d'une certaine façon, les bases qui sont posées ici vont servir à la fois à l'épistémologie éthique 2 et à ce qui s'en déduira dans l'éthique 3 et 4 pour les affects, la morale, etc., et aussi pour le 3e genre de connaissances dans l'éthique 5. Ce qui a été dit sur la disposition du corps dans cette petite physique doit servir à comprendre un certain nombre de traits caractéristiques de l'âme, et ces traits caractéristiques doivent nous servir à établir comment fonctionne le premier, le second et même le 3e genre de connaissances. Autrement dit, tout est déjà là dès le début. Aucun fondement nouveau ne sera apporté après cette petite physique. On peut dire que toute la production des différents genres de connaissances dans l'éthique, avec ce qu'elle implique, c'est-à-dire finalement toute l'anthropologie et la doctrine du salut, vont se tirer de cette base extrêmement réduite. Alors, ce qui concerne le 3e genre de connaissances ne sera énoncé en sorte que par anticipation. Mais pour les 2 premiers genres, en revanche, la doctrine va être assez détaillée. Des propositions 14 à 36, Spinoza analyse les bases et le développement du premier genre, et à partir de la proposition 37, les bases et le développement du 2e genre. Autrement dit, proposition 14 à 36, l'imagination, proposition 37 et suivante, la raison. Alors, commençons par l'imagination. Je ne vais pas suivre l'ordre des théorèmes, je vais simplement essayer de résumer ce qui se passe dans le processus imaginatif. On l'avait dit, l'âme ne perçoit que dans la mesure où il arrive des choses au corps. Autrement dit, l'âme perçoit 3 choses. Premièrement, son corps. Deuxièmement, elle-même, idée du corps. Et troisièmement, les événements qui surviennent au corps. Et il faut bien se souvenir que tout le monde extérieur, l'immensité du monde extérieur, n'est perçu que dans la mesure où le monde extérieur est événement pour le corps. Vous voyez, rencontre pour le corps. Donc, l'âme ne va avoir d'idée des choses du monde extérieur qu'autant que ces choses vont affecter le corps, ce qui impliquera donc que les idées qu'elle en aura ne seront pas les idées de ces choses directement, mais les idées de la rencontre entre ces choses et le corps. De même, lorsqu'elle percevra son propre corps à l'occasion de ces rencontres, l'idée qu'elle en aura ne sera pas réellement ne sera pas correctement, adéquatement l'idée de son propre corps, mais l'idée de son corps en tant qu'affecté par autre chose. Autrement dit, on peut déjà se rendre compte que la majeure partie des idées spontanées de l'âme sont des idées qui certes renvoient à quelque chose de réel, le corps ou bien les autres corps, mais que ces idées sont toujours déformées parce qu'elles sont toujours confuses. Quand je crois penser mon corps, en fait, ce que je pense, c'est la rencontre entre mon corps et quelque chose d'autre. Quand je crois penser quelque chose d'autre, ce que je pense, c'est la rencontre entre ce quelque chose d'autre et le corps. Autrement dit, aussi bien mon corps en tant que cause que les autres choses en tant que cause sont bien présentes dans l'affection, mais elles ne sont présentes que mélangées à autre chose. Donc les idées de cette rencontre sont toujours des idées confuses. Quand je crois voir le soleil de 100 pas, en fait, ça n'est pas une pure illusion. Simplement,
cette vision que j'ai du Soleil et ne sens pas, c'est l'idée non pas du Soleil, non pas de mon système optique, mais de la rencontre entre le Soleil et mon système optique. Et c'est d'ailleurs pourquoi cette image a une certaine stabilité. Tout simplement parce que cette rencontre entre mon corps, mon œil, mon nerf optique, etc., et le Soleil obéit à des lois extrêmement rigoureuses. Donc, à la fois, cette connaissance du premier genre qui se fonde sur les images, et je rappelle que Spinoza appelle image quelque chose qui se passe dans le corps. Cette connaissance du premier genre qui se fonde sur les images, c'est-à-dire qui procède par idée de ces images, par idée des modifications du corps par les choses extérieures. Cette connaissance est confuse, inadéquate, mais d'un autre côté, elle n'a rien d'illusoire, puisqu'elle procède suivant des lois extrêmement rigoureuses que l'on peut découvrir, qui sont d'une part les lois de la nature elle-même, et d'autre part les lois de la nature de mes sens, ou les lois de la nature de mon corps. Simplement, le croisement de ces deux séries de lois produit des choses qui ne sont pas du tout des illusions ou des fantômes, mais des choses qui sont la résultante de deux séries d'effets, et l'idée de cette résultante est à la fois une idée adéquate de la résultante et une idée inadéquate de chacune des deux causes. Donc pour reprendre un exemple simple, encore une fois, quand je passe par inadvertance mon doigt au-dessus d'une flamme et que je me brûle, alors, la brûlure de mon corps, c'est ça l'image. C'est la modification de ma peau par le feu. Donc c'est ça l'image. L'idée que j'ai de cette image, c'est-à-dire la perception et la souffrance qui va avec. La perception, c'est la représentation, et la souffrance, c'est l'affect qui est joint à la représentation, qui est une modalité de cette représentation. L'idée donc de l'image, ça ne me donne ni une idée réelle du fonctionnement de mon corps, je sens que j'ai mal, mais ça n'explique pas comment est construite ma peau, et ça ne me donne pas non plus une idée réelle de la flamme. Je sens que la flamme me fait mal, mais ça ne me donne aucune connaissance de l'essence chimique du phénomène. Et néanmoins, chaque fois que je mettrai mon doigt au-dessus de la flamme, j'éprouverai la même sensation, ce qui atteste bien la stabilité de l'image. Cette stabilité est tendue au fait qu'à chaque fois, il y a bien deux séries de lois, les lois biologiques de mon corps et les lois chimiques du feu, qui entrent dans une relation tout à fait rationnelle, tout à fait explicable. Simplement, l'idée de la résultante des deux n'est en rien une idée ni de mon corps, n'est en rien une idée adéquate de mon corps ou une idée adéquate du processus chimique. Bon, on pourrait multiplier les exemples, mais c'est ça le principe. Donc, à la fois, Spinoza nous donne ici des règles pour comprendre pourquoi la connaissance spontanée est toujours une méconnaissance. Pourquoi il y a toujours un indice de transformation qui fait que notre idée des choses est toujours inadéquate. Et en même temps, il montre bien qu'il n'y a rien là-dedans d'illusoire. Donc il y a toute une tradition philosophique pour qui la connaissance c'est de l'ordre de l'illusion, pour qui on ne peut pas en rendre compte parce que c'est des choses éphémères, variables, etc. Ça n'est pas variable du tout, ça n'est pas éphémère du tout, ce sont des effets tout à fait positifs. Autrement dit, si j'acceptais de reconnaître ces idées d'image pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des produits efficaces de la rencontre entre mon corps et l'extérieur, les images sont des produits efficaces, et les idées sont les produits du pouvoir de l'âme, corollaire de ce pouvoir du corps, je n'y verrai rien de négatif. Certes, ça ne me donne pas une connaissance adéquate, mais en même temps, c'est une production tout à fait positive de mon imagination, puisque ça n'est pas illusoire. Donc Spinoza insiste sur ces deux aspects. Le premier genre de connaissance, l'imagination, ne me donne pas une connaissance adéquate des choses, mais si je n'y cherchais pas une connaissance adéquate, eh bien, je la considérerais comme un effet de part en part positif de ma faculté d'imaginer.
un des traits de l'imagination, dans la mesure où elle s'enracine dans la structure tout à fait particulière du corps humain. On avait vu que le corps humain était structuré, entre autres, de façon à retenir en quelque sorte la gravure des objets qui avaient frappé, par l'intermédiaire de la forme que pouvaient prendre les parties molles du corps, sous l'effet de parties fluides. Alors, un des effets de l'imagination, ça va être la mémoire. C'est indiqué dans la proposition 17. Si le corps humain est affecté d'une manière qui enveloppe la nature d'un corps extérieur, l'âme humaine considérera ce corps extérieur comme existant en acte ou comme lui étant présent, jusqu'à ce que le corps affecté d'une affection qui exclut l'existence, jusqu'à ce que le corps, soit affecté d'une affection qui exclut l'existence ou la présence de ce même corps extérieur. Ça semble assez évident dit comme ça commence à être intéressant que lorsqu'on dit corollaire. Donc corollaire, si le corps humain a été affecté une fois par des corps extérieurs, l'âme pourra considérer ces corps, bien qu'ils n'existent pas et ne soient pas présents, comme s'ils étaient présents. Alors, ce phénomène est très simple. Évidemment, si l'âme avait l'idée des corps extérieurs, si elle avait directement l'idée des corps extérieurs, ce qui, on va le voir, est impossible. Si elle avait l'idée des corps extérieurs, elle ne le considérerait présent que quand ils sont présents. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, je ne verrai plus le soleil. Mais à partir du moment où le corps a l'idée, ou l'âme, a l'idée non pas des corps extérieurs, mais de la modification du corps, de son corps à elle, par les corps extérieurs. Dans ce cas, même lorsque le corps extérieur n'est plus là, si la modification demeure pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire s'il y a une rémanence dans mon corps de la modification externe, il y aura une rémanence dans mon âme de l'idée de cette modification. Autrement dit, même si je ne vois plus le soleil, même si le soleil s'est couché et que je n'ai aucune raison de le voir, il suffit qu'il y ait dans mon corps la trace inscrite du soleil, et à ce moment-là, mon âme se le représentera. Donc l'imagination est la base du fonctionnement de la mémoire. Scoli, nous voyons ainsi comment il se peut faire que nous considérions ce qui n'est pas comme s'il était présent, ce qui arrive souvent. Autrement dit, au fond, ce découplement de l'âme par rapport aux objets extérieurs, ce passage nécessaire par les événements de son corps propre, qui donne à l'âme une autonomie de représentation par rapport à la présence des choses. Et c'est ça qui va être la base de tous les affects. Et aussi, paradoxalement, de la découverte de la raison. Donc nous voyons ainsi comment il se peut faire que nous considérions ce qui n'est pas comme s'il était présent, ce qui arrive souvent. Il est possible que ça provienne d'autres causes aussi, mais il me suffit d'avoir montré une seule par laquelle je puisse expliquer la chose, comme si je l'eusse démontré par sa vraie cause. Je ne crois cependant pas m'être beaucoup écarté de la vraie, puisque tous les postulats que j'ai admis ici ne contiennent à peu près rien qui ne soit établi par l'expérience, et qui ne nous ait plus permis de la révoquer en doute, après qu'il nous a montré que le corps humain existe conformément au sentiment que nous en avons. Autrement dit, Spinoza accepte l'idée que peut-être on pourrait expliquer autrement qu'il ne le fait ce phénomène du rapport imagination-mémoire. Simplement, d'une part, cette cause-là est tout à fait vraisemblable, et d'autre part, elle correspond à l'expérience. Donc ça nous éclaire au passage sur le statut des postulats qui sont entre la proposition 13 et la proposition 14. Ils ne sont pas des théorèmes scientifiques, ils sont des résumés de ce que nous savons par expérience. Alors, je ne lis pas le reste du Scoli, je lis simplement un passage qui devrait rappeler quelque chose à des gens qui ont lu Descartes. Pour employer maintenant les mots en usage, nous appellerons image des choses les affections du corps humain dont les idées nous représentent les choses extérieures comme nous étant présentes, même si elles ne reproduisent pas les figures des choses. Et quand l'âme contemple les corps dans cette condition, nous dirons qu'elle imagine. Alors, remarquez que cette distinction entre image et figure, c'est une distinction qui fait le bilan de l'héritage cartésien de Spinoza.
il n'est pas nécessaire que les images ressemblent aux choses. C'est vrai pour les images de l'imagination, et ça sera vrai aussi pour les choses de la raison. Donc ce n'est pas la ressemblance qui est le critère de l'adéquation, ni même de l'inadéquation. Proposition 18. Si le corps humain a été affecté une fois par deux ou plusieurs corps simultanément, sitôt que l'âme imaginera plus tard l'un d'eux, il lui souviendra aussi des autres. Autrement dit, si le corps a été affecté par deux corps extérieurs, ça peut être totalement par hasard. Un corps A, un corps B. Les deux modifications que ces deux corps ont imprimées à l'intérieur du corps humain sont connectées entre elles. Donc, lorsque l'âme humaine se représente l'un de ces corps, rappelez-vous qu'en réalité, elle ne se représente pas le corps extérieur lui-même, mais seulement la modification de son propre corps, comme cette modification est connectée à la modification de l'autre corps, elle se représentera l'autre corps en même temps. Autrement dit, une conjonction qui peut être parfaitement contingente entre deux choses extérieures devient en quelque sorte nécessaire à cause du processus de l'imagination de la mémoire. Donc si la première fois que j'ai vu tel personnage, en même temps j'en ai vu tel autre qui passe dans la rue, même si les deux n'ont rien à voir entre eux, quand je repenserai à l'un, je repenserai à l'autre. C'est ce qu'on appellera plus tard le processus d'association des idées. Sauf qu'ici, l'association des idées, c'est d'abord l'association des images. C'est à cause de leur co-enracinement corporel que les deux idées s'appellent l'une l'autre nécessairement. Donc encore une fois, on a là quelque chose qui ne rend pas compte du réel, puisque dans la réalité, il n'y avait pas de causalité effective entre les deux événements. C'est par hasard que tel personnage passait dans la rue en même temps que tel autre. Donc, il y a bien quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, mais en même temps, ce quelque chose obéit à une loi tout à fait stable et tout à fait fixe. La loi étant la transformation, la loi qui transforme dans notre corps une modification extérieure en enchaînement. Scully, nous connaissons par là ce qu'est la mémoire. Alors remarquez, ça peut être un peu étonnant, que Spinoza dise maintenant ce qu'est la mémoire. En fait, ce que nous appelons couramment la mémoire, ça a été défini dans la proposition et dans le Scully précédent. Ici, il semble réserver le terme de mémoire, non pas au fait de se souvenir d'une chose, mais au fait d'associer deux souvenirs entre eux. Comme si se souvenir d'une chose, c'est-à-dire la voir présente quand elle n'est pas présente, c'était un simple fait d'imagination, sans plus, et on réserve le terme mémoria à la connexion entre ces deux souvenirs. C'est-à-dire ce qu'on appelle mémoire, c'est au fond les lois de la mémoire, les lois d'association de la mémoire. Donc nous connaissons clairement par là ce qu'est la mémoire. Elle n'est rien d'autre en effet qu'un certain enchaînement d'idées, une concatenatio idearum. Donc la mémoire, ça n'est pas le souvenir, c'est bien ce qui fait que les souvenirs s'enchaînent les uns aux autres. Et alors cet enchaînement, il enveloppe, ou il implique, si vous préférez, la nature des choses extérieures au corps humain qui se fait suivant l'ordre et l'enchaînement des affections du corps. Alors ce qui est important évidemment, c'est que l'enchaînement des choses extérieures ne se fait que suivant l'enchaînement des affections du corps. Donc la mémoire, au fond, c'est la transcription de la réalité externe suivant les enchaînements du corps. Et non pas suivant les enchaînements propres. Donc paradoxalement, la mémoire me livre bien une causalité, mais cette causalité, ça n'est pas la causalité des choses, c'est la causalité des événements de mon corps. Alors maintenant, Spinoza, dans le Scully, énumère les conséquences de cette double causalité, de ce remplacement d'une causalité par une autre. Premièrement, c'est un enchaînement de ces idées seulement qui enveloppe la nature de choses extérieures au corps humain, et non d'idées qui expliquent la nature de ces mêmes choses.
car ce sont en réalité les idées des affections du corps humain, lesquelles enveloppent à la fois sa nature propre et celle des corps extérieurs. Donc, ici, Spinoza distingue deux sortes d'idées. Les idées qui expliquent la nature des choses extérieures, c'est-à-dire les idées adéquates des choses extérieures, et les idées qui impliquent ou enveloppent la nature de ces causes extérieures avec d'autres, c'est-à-dire les idées qui enveloppent la nature du corps humain. Donc ce que la mémoire en tant qu'enchaînement nous livre, c'est la seconde série, c'est-à-dire la série qui implique ou enveloppe, autrement dit réfracte lointainement, mais lointainement, la nature à la fois des choses extérieures et du corps humain. Deuxièmement, cet enchaînement se fait suivant l'ordre et l'enchaînement des affections du corps humain, et je dis ça pour le distinguer de l'enchaînement d'idées qui se fait suivant l'ordre de l'entendement, c'est-à-dire ce qu'on saura ensuite par la raison. Enchaînement en vertu duquel l'âme perçoit les choses par première cause et qui est le même dans tous les hommes. Alors pourquoi c'est important de dire qui est le même dans tous les hommes? Parce que lorsqu'on en sera du côté de la raison, connaissant les choses telles qu'elles sont, et non plus telles qu'elles sont réfractées dans le corps, connaîtra chaque chose en vertu de sa propre causalité, et non plus de la causalité décalée, qui est la traduction de la causalité de mon corps. Donc, la raison connaîtra les choses et leur enchaînement indépendamment de la particularité du corps de chaque sujet percevant. Autrement dit, la raison aura un caractère universel. Tous les hommes, quand ils auront des idées adéquates, auront les mêmes idées adéquates. En revanche, ici, du côté de l'imagination et de la mémoire, comme à chaque fois, les choses extérieures ne sont déchiffrées qu'à travers la causalité de mon corps, il est évident que les idées inadéquates que j'en ai sont en même temps des idées particulières, des idées particularisées par la spécificité de mon corps. Donc, de la même chose, chaque homme aura une idée non seulement inadéquate, mais aussi différente de celle des autres hommes, puisqu'elle sera coloriée, spécifiée, transformée, suivant la disposition propre de son corps à lui. Donc, dans ces idées inadéquates de l'imagination de la mémoire, il y a bien une chose universelle. Ce qui est universel, c'est la nécessité qu'elle soit transformée. Le processus universel par lequel tous les hommes ne perçoivent les choses extérieures qu'à travers la particularité de leur corps. Mais par là même, cette universalité formelle, si j'ose dire, est immédiatement atteinte d'une particularité matérielle, c'est-à-dire la forme du corps de chacun. Alors, comme de fait, les corps des différents êtres humains se ressemblent quand même entre eux, on a en gros le même système optique, même si on n'a pas tous les mêmes maladies des yeux, de fait, on comprend que toutes ces inadéquates, bien qu'elles soient différentes les unes des autres, présentent quand même des ressemblances. Sans ça, il n'y aurait aucune communication possible entre les hommes qui en restent au premier genre de connaissance. Or, de fait, on constate bien qu'il y a des communications possibles. Donc, il y a une universalité relative, une universalité absolue des idées de la raison, parce qu'elles ne sont pas transformées par le corps propre. Et en revanche, en ce qui concerne les idées de l'imagination, il y a une particularité liée aux particularités du corps, mais comme finalement les corps se ressemblent, ça fournit quand même entre eux, entre les différentes idées des différents hommes, une sorte de ressemblance. J'ose pas dire universalité relative, mais c'est quelque chose comme ça. C'est pourquoi, par exemple, tous les hommes sont sujets à la superstition, tous se représentent un dieu de l'imagination, mais si on les laisse faire, chacun aura une représentation de ce dieu différente en fonction des particularités de son corps et de l'âme qui est liée à ce corps. Bien entendu, elles ne seront pas totalement différentes, ce qui permettra aux différentes religions d'essayer d'unifier les hommes et de les unifier à partir du fait que chacun se représente en général Dieu comme jaloux, comme tout-puissant, etc., etc. N'empêche que chacun imaginera des façons particulières de ritualiser son rapport à Dieu, d'espérer une récompense, et ainsi de suite. Donc on a là la base, par exemple,
de l'universalité, de la particularité des religions. Alors, je ne prends pas cet exemple au hasard. C'est parce que lorsque Spinoza veut exemplifier l'imagination, par exemple dans le traité théologico-politique, il se trouve que l'exemple sur lequel il réfléchit, c'est la représentation de Dieu que donnent les religions. Et les religions sont un bon exemple de construction imaginaire. Alors, dans la religion, il faut justement distinguer entre l'appareil ecclésiastique, qui d'une certaine façon tend à unifier artificiellement les représentations des fidèles, avec sa théologie, son rituel, ses dogmes, et ainsi de suite, et puis la base anthropologique dans chaque individu qui fait qu'il adhère à une religion, ou que s'il n'adhère pas à une religion, il s'en construit une, qui est finalement les lois de l'imagination. Alors, les lois de l'imagination produisent du particulier, l'appareil ecclésiastique, au contraire, va essayer d'unifier cette particularité dans un pseudo-universel. Alors, Spinoza donne dans ce Scolia Proposition 18 un exemple qui est célèbre, parce que c'est le moment où on voit passer de la question de l'imagination à celle du langage. Nous connaissons clairement par là pourquoi l'âme de la pensée d'une chose passe aussitôt à la pensée d'une autre, qui n'a aucune ressemblance avec la première, comme par exemple un Romain, de la pensée du mot pomum, passera aussitôt à la pensée d'un fruit, qui n'a aucune ressemblance avec ce son articulé, puisqu'il n'y a rien de commun entre ces choses, sinon que le corps de ce Romain a été souvent affecté par les deux, c'est-à-dire que le même homme a souvent entendu le mot pomum, tandis qu'il voyait le fruit. Et ainsi, chacun passera d'une pensée à une autre, suivant que l'habitude a en chacun ordonné dans le corps les images des choses. Autrement dit, la base du langage, et la signification du langage, c'est justement ce processus imaginatif. Alors, ça ne devrait pas vous surprendre beaucoup, puisqu'on avait vu dans le trait de la réforme de l'entendement qu'on voyait effectivement la question de la mémoire et la question du langage traitées juste après la question de l'imagination, dans une sorte d'annexe au chapitre sur la fiction. Au fond, Spinoza refait la même chose ici, sauf qu'ici, une nouvelle fois, c'est toujours la même différence entre l'éthique et le trait de la réforme de l'entendement, il décrit en termes de production ce qui, dans la réforme de l'entendement, était simplement décrit sans être expliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans cet exemple du Romain? Eh bien, de même que lorsque j'ai vu deux corps ensemble, j'ai pris l'habitude de les associer, même s'il n'y avait aucune raison réelle à leur association. Ici, le Romain a à la fois vu un fruit et entendu le mot pomum qui signifie ce fruit. Donc, par deux sens différents, il a été amené à associer dans son corps l'empreinte d'un côté du son pomum et de l'autre la vision du fruit. Donc maintenant, chaque fois qu'il entre un pomum, il y joindra la vision du fruit. Autrement dit, le fait que nous attachons un sens fixe, une image fixe, au terme du langage, s'enracine dans ce processus d'imagination et de mémoire. Alors, ça ne suffit pas à construire une théorie complète du langage, mais ça nous donne une idée de la partie corporelle, de la face corporelle du langage. Et aussitôt après, Spinoza quitte l'exemple du langage, non pas pour revenir à l'exemple simple de deux termes concomitants, mais plutôt pour le généraliser à toutes sortes de signes. Donc on a là une des bases, ce qui pourrait être la théorie spinoziste du signe. Je cite, « Un soldat, par exemple, ayant vu sur le sable, donc il ne s'agit plus d'entendre, c'est entièrement au niveau de la vue, donc dans un sens unique. Un soldat, par exemple, ayant vu sur le sable les traces d'un cheval, passera aussitôt de la pensée d'un cheval à celle d'un cavalier, et de là à la pensée de la guerre, etc. Un paysan, au contraire, passera de la pensée d'un cheval à celle d'une charrue, d'un champ, etc. Et ainsi chacun, suivant qu'il est habitué à joindre les images des choses de telle ou telle manière, passera d'une même pensée à telle ou telle autre. » Alors reprenons l'exemple, on a donc deux personnages, un soldat, un paysan. Ils voient tous les deux sur du sable les traces d'un cheval. Donc, il s'agit d'associer un objet réel
qui est lui-même une trace. C'est-à-dire, il ne voit pas le cheval, il voit la trace du cheval. Donc l'histoire se complique par rapport à ce qu'on sait en général de la mémoire, qui consiste déjà à associer des traces à l'intérieur de notre corps. Là, il s'agit de savoir comment les traces dans notre corps nous servent à interpréter les traces extérieures au corps, les traces qui sont dans la nature. Donc, du côté du réel, du côté des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cheval qui est passé, qui a laissé une trace sur le sable. Logiquement, le phénomène simple, disons, la première association d'images devrait, dans notre esprit, associer l'idée de la trace du cheval à l'idée du cheval. Le cheval n'est pas présent, mais j'associe la trace et le cheval. Or, si Spinoza se contentait de dire ça, il se contenterait alors d'illustrer son exemple précédent de l'association d'un corps A et d'un corps B. Là, ce n'est pas ça du tout qu'il fait. Il commence à construire quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est ce qu'on pourrait appeler le processus de la mémoire sociale. En effet, qu'est-ce que va déclencher la vue de la trace du cheval? La trace du cheval appelle chez l'un et chez l'autre l'image du cheval. Mais chez l'un et chez l'autre, il y a déjà un enracinement biographique, qui est en fait un enracinement social, puisqu'il est lié à leur métier, qui fait que cheval implique pour l'un cavalier, guerre, etc., etc., alors que pour l'autre, elle implique charrue, champ, agriculture, ainsi de suite. Autrement dit, c'est toute la biographie de chacun des individus, toute son histoire, qui est inscrite à titre de trace dans son corps. Et l'interprétation qu'il donne du phénomène naturel, sur le fond de ce simple processus d'association d'idées, fait revivre toute cette biographie dans la lecture qu'il donne d'une trace extérieure. Donc, il ne faut pas s'y tromper. Lorsque Spinoza dit que c'est par notre corps que nous interprétons le monde extérieur, il ne faut pas comprendre corps comme chose de statique. Le corps a une histoire, l'âme a une histoire qui lui est liée, et ce qui, de notre corps, lie le monde extérieur, c'est certes l'état présent de notre corps, mais l'état présent de notre corps en tant qu'il porte les traces de toute son histoire. Cette histoire étant aussi celle du milieu dans lequel le corps est passé, ça explique que, au fond, deux soldats ont très probablement des associations qui se ressembleront plus entre elles qu'un soldat et un paysan. Donc, ce processus qui paraît très simple et qui est effectivement très simple de l'association par connexion corporelle, ça permet à Spinoza d'expliquer la totalité des phénomènes imaginatifs, non pas du tout d'une façon simplement psychologique, mais en convoquant toute l'histoire, toute la mémoire, toute la culture d'un individu, au fond, derrière chacun de ces actes associatifs. C'est pourquoi on pourrait dire qu'au fond, la perception, pour Spinoza, n'est jamais une perception simple. Elle est toujours déjà engagée par l'histoire du corps qui est modifié et par l'histoire de l'âme qui est liée à ce corps. Donc si on voulait aller jusqu'au bout, on pourrait dire que la perception est de part en part politique. Puisque la mémoire du corps, c'est aussi d'abord la mémoire de relation avec les autres hommes. Voir les déterminations qui sont données ici, les deux individus, l'un comme soldat, l'autre contre paysan. C'est toute la mémoire de leur pratique sociale, de leur pratique de transformation de la nature, de relation avec les autres. Je saute les propositions qui suivent. Qu'est-ce qu'il faut retenir simplement? D'une part, que l'âme n'a spontanément, dans ce processus du premier genre, aucune connaissance adéquate ni d'elle-même, ni du corps, ni de son propre corps, ou des parties de son propre corps, ni des corps extérieurs. Toutes ces connaissances sont confuses, en tant que la connaissance de l'un est toujours enveloppée dans la connaissance de l'autre.
Je laisse de côté proposition 32 à 36, j'y reviendrai par la suite. Et maintenant, je viens à la proposition 37. Au moment où on est à la proposition 37, on peut avoir l'impression qu'on est de façon définitive dans le monde, non pas de l'illusion, mais de la méconnaissance. Que toutes les idées que nous avons, étant des idées d'image, ne nous donnent jamais que la connaissance des rencontres de notre corps avec les autres corps, et jamais ni de notre corps lui-même, ni des autres corps eux-mêmes, et moins encore de l'âme elle-même. Comment sortir de ce monde clos? Comment sortir de ce monde fermé? On se trouve un peu dans la même situation qu'à la fin que dans l'appendice d'éthique 1, lorsque Spinoza dit « Et les hommes seraient toujours restés dans l'ignorance s'ils avaient toujours cru à la finalité ». Et comme précisément il a montré que la croyance à la finalité est une croyance nécessaire, précisément on se demande comment on va faire pour en sortir. Alors dans l'appendice d'éthique 1, la réponse c'était on en est sorti grâce à un autre modèle de connaissance qui nous a été donné par la mathésis, en l'occurrence par la génétique. Ici, qu'est-ce qui va permettre à l'homme de sortir du monde de l'imaginaire et du premier genre de connaissance? En un sens, rien. On n'en sort jamais au sens strict. C'est-à-dire que nous continuerons toujours à avoir des idées imaginatives, tout simplement parce que nous percevrons toujours par l'intermédiaire de notre propre corps. Donc même le plus grand astronome continuera à voir le soleil et ça ne sent pas. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Simplement, la question est plutôt comment, à côté, et non pas à la suite de ce processus imaginatif, nous pouvons construire un autre processus qui sera le processus rationnel. Processus rationnel qui arrivera non pas à supprimer le processus imaginatif, mais à en diminuer la puissance. Alors ça va se faire par l'intermédiaire de deux choses, une dans le corps, une dans l'âme, qui sont les propriétés communes et les notions communes. Proposition 37, ce qui est commun à toute chose se trouve pareillement dans la partie et dans le tout, ne constitue l'essence d'aucune chose singulière. Alors qu'est-ce qui est commun à toute chose? On peut citer un certain nombre de traits, par exemple l'étendue. Aussi bien mon corps que les corps extérieurs que je rencontre sont formés d'étendue. Aussi bien mon corps que les corps extérieurs que je rencontre ont une certaine figure. Ils sont animés par un certain mouvement, ou bien sont de temps en temps en repos. Autrement dit, le fait d'être étendu, le fait d'avoir une figure, le fait d'être en mouvement au repos, ce sont des propriétés communes à tous les corps, aussi bien le mien que les corps extérieurs que je rencontre. Proposition 38, ce qui est commun à toute chose et se trouve pareillement dans la partie et dans le tout ne peut être conçu qu'adéquatement. Alors pourquoi est-ce que ça ne peut être conçu adéquatement? Eh bien parce que dans la mesure où ça se trouve des deux côtés, on ne peut pas dire que l'un des côtés perturbe l'autre, puisque c'est identique des deux côtés. Autrement dit, lorsque, dans la conception que j'ai d'un objet extérieur, la conception de cet objet est perturbée par la conception que j'ai de mon corps, et réciproquement, il y a quand même une partie de cette conception qui est la même des deux côtés. Le fait qu'ils sont étendus, qu'ils sont en repos et mouvement, qu'ils ont une figure, et donc l'un ne perturbe pas l'autre. Il y a donc des propriétés communes dont j'ai nécessairement une idée adéquate. Corollaire de cette proposition 38, il suit de là qu'il y a certaines idées ou notions qui sont communes à tous les hommes, car tous les corps conviennent en certaines choses qui doivent être perçues par tous adéquatement, c'est-à-dire clairement et distinctement. Alors, il ne faut pas se tromper sur le sens de cette expression notion commune. Notion commune, c'est une expression très ancienne en philosophie. Ça se trouve par exemple dans la tradition stoïcienne. Mais Spinoza donne ici un sens tout à fait particulier à cette notion. En effet, notion commune, d'habitude, ça veut dire les notions qui sont communes à tous les hommes, comme il le dit ici. Sauf que chez lui, ces notions ne sont communes à tous les hommes que parce qu'elles sont les notions de propriété commune. C'est-à-dire elles ne sont communes à tous les hommes
que parce qu'elles correspondent dans notre âme à des propriétés qui sont communes aux hommes et aux corps qu'ils rencontrent. Donc ça ne renvoie pas du tout à une spécificité humaine, et encore moins à un consentement général entre les hommes, mais à une communauté qui est d'abord la communauté entre l'homme et le reste de la nature. C'est-à-dire le fait qu'il ait les mêmes propriétés physiques fondamentales. Donc la première communauté, elle est fondée sur l'enracinement de l'homme, du corps humain, dans l'étendue. C'est parce que le corps humain a les mêmes caractéristiques générales que les autres corps de l'étendue que les notions qu'il a de ces caractéristiques générales sont nécessairement adéquates. Donc il faut bien voir que nous n'avons pas d'un côté des idées adéquates et de l'autre des idées inadéquates. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chacune de nos idées inadéquates, il y a une partie, une dimension, si vous voulez, qui est une dimension adéquate, tout simplement parce qu'elle est le correspondant de la propriété commune des uns et des autres. Donc, il n'y a pas à se demander à quel moment nous pourrons enfin obtenir des idées adéquates, puisque la réponse est, nous avons toujours déjà des idées adéquates dès l'instant où nous rencontrons d'autres corps. Donc il faut bien voir que c'est le même phénomène, la même rencontre avec d'autres corps qui nous donne à la fois les idées inadéquates qui sont d'abord majoritaires en nous et qui sont la base de l'imagination, et qui se reproduisent et se multiplient par association, et les quelques idées adéquates que sont les notions communes. Sauf que, bien entendu, chez la plupart des hommes, et même chez tous les hommes au début, ces quelques notions communes sont recouvertes par la masse des idées inadéquates. Néanmoins, elles sont présentes dès le début. Et il faut bien voir que, j'insiste, ces idées adéquates premières, les notions communes, ne nous viennent pas d'une intuition intellectuelle ou de quoi que ce soit de ce genre. Elles correspondent à la rencontre de notre corps avec les autres corps, exactement comme les idées inadéquates. Donc, c'est bien dans la structure et la disposition même du corps que s'enracine la connaissance adéquate. Exactement comme la connaissance du premier genre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Proposition 40, toutes les idées qui suivent dans l'âme des idées qui sont en elles adéquates sont aussi adéquates. Autrement dit, quand à partir de ces notions communes, je commence à déduire d'autres idées, d'une idée adéquate, je ne peux déduire qu'une autre idée adéquate. Autrement dit, lorsque, à partir de cette idée d'étendue, cette idée de figure, cette idée de mouvement ou de corps, qui est nécessairement adéquate en moi, je commence à déduire d'autres idées. Alors, qu'est-ce que c'est les idées que je peux déduire à partir de étendue, corps, mouvement, repos, etc., etc. Évidemment, les idées de la géométrie et d'une physique à base géométrique. Donc, on retrouve bien ce qu'on avait lu dans l'appendice d'éthique 1, mais cette fois on sait pourquoi. C'est bien la mathématique, et en l'occurrence la géométrie qui s'occupe des figures et des mouvements, qui sert à nous arracher au monde de l'imaginaire et de la finalité. Donc, la mathématique n'est pas arrivée aux hommes de l'extérieur par une espèce de miracle ou de révélation. Ils l'ont produite le jour où ils ont commencé à déduire des idées adéquates, une chaîne d'idées adéquates, seconde de ces idées adéquates premières que sont les notions communes. Et ce qui nous commente dans le premier scoli de cette proposition, j'ai expliqué par ce qui précède la cause des notions appelées communes et qui sont les principes de notre raisonnement. Ratiocini nostri fundamenta sunt, qui sont les fondements de notre raisonnement. Mais il y a d'autres causes, certains axiomes et certaines notions communes qu'il importe d'expliquer par ces méthodes que nous suivons. On établirait ainsi quelles notions sont utiles par-dessus les autres et lesquelles ne sont pas d'aucun usage. Ça, c'est intéressant pour notre but aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut bien voir, surtout, c'est que les notions communes sont là dès le début, alors que la chaîne d'idées adéquates que nous en tirons, elle, n'est pas là dès le début.
La question qu'il faudrait poser à ce moment-là, c'est mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, certains hommes tirent profit de ces notions communes qu'ont tous les hommes et commencent, au fond, à fonder la raison. Si on appelle raison, comme il le fera en deuxième Scully, le développement des notions communes dans une chaîne nécessaire d'inadéquate. Donc, tous les hommes ont en eux le germe de l'imagination et le germe de la raison, dans la rencontre de leur corps avec les corps extérieurs. Tous les hommes spontanément développent l'imagination, y compris ceux qui plus tard développeront la raison. Quelques-uns seulement, et apparemment difficilement, développent la raison en s'appuyant sur les notions communes qui pourtant étaient présentes dès le début. Alors comment se fait-il qu'on sorte de l'imagination pour aller vers la raison, plutôt qu'on sorte de la domination de l'imagination pour élargir de plus en plus l'empire de la raison? Alors, Spinoza ne l'explique pas de façon thématique ici, mais on peut essayer de le reconstituer à partir d'un certain nombre de distinctions qu'il fait soit dans différents scolis, soit dans le traité théologico-politique. Visiblement, pour lui, les différentes formes d'imagination ne sont pas équivalentes entre elles. Donc il y a certaines formes d'imagination, plus ou moins obsessionnelles, qui forcent l'esprit à s'attacher à certaines images et qui empêchent définitivement qu'il puisse remarquer les notions communes qu'il possède. Au contraire, il y a d'autres formes d'imagination, une certaine richesse d'images, qui permettent à l'esprit de comparer ces images entre elles, donc de mieux apercevoir ce que ces images ont en commun. Donc on peut penser qu'il y a une sorte d'histoire de l'imaginaire qui permet à certains esprits, par la comparaison entre différentes images, d'apercevoir ce qu'il y a de commun, donc non pas du tout de créer les notions communes, mais d'apercevoir les notions communes et de prendre appui sur elles. Donc le paradoxe du rapport entre le premier et le deuxième genre de connaissance, c'est qu'il y a une rupture du premier au second. En ce sens, par exemple, lorsque Bachelard dit que l'opinion ne pense pas et ne pense rien, et entre l'opinion et la science, il y a une rupture totale, il est parfaitement spinoziste. Mais en même temps, dans l'histoire de l'individu, le passage du premier genre au deuxième genre, qui n'est pas du tout une transformation du premier dans le deuxième, mais un passage du premier genre qui est déjà là au deuxième qui est déjà là aussi, elle se fait effectivement grâce à une sorte d'histoire à l'intérieur de l'imaginaire, peut-être par le passage d'une imagination pauvre à une imagination riche. Alors qu'en revanche, ce que Spinoza appelle, dans le traité de logique politique, à propos des prophètes, une imagination vive, est probablement un obstacle à apercevoir la notion commune. Donc il faudrait distinguer entre imagination vive et imagination riche. Une imagination vive, celle des prophètes par exemple, c'est celle qui fixe l'âme durablement sur certaines images, qui l'empêche de se détacher de ces images, et qui donc accroche l'âme à certains affects. Et ça peut être quelque chose de très positif, ça peut être l'accrochage à l'idée de la justice ou à l'idée de la charité, ce qui est très très bien, mais en même temps, ça l'empêche de créer des raisonnements. On a donc, dès le départ, à la fois la base du premier genre, la base du deuxième genre. Et maintenant, comment va se développer le troisième genre ? Le troisième genre, Spinoza l'énonce très rapidement dans le deuxième scoli de la proposition 38, pardon, la proposition 40, quand il énonce une nouvelle fois la série des trois genres de connaissances. Il dit, outre ces deux genres de connaissances, donc l'imagination et la raison, il y en a encore un troisième, comme je le montrerai dans la suite, c'est-à-dire dans l'éthique 5, il y a encore un troisième, comme je montrerai dans la suite, que nous appellerons science intuitive. Et ce genre de connaissance procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Alors comment Spinoza peut-il dire que ce troisième genre passe de la connaissance de l'idée adéquate de certains attributs de Dieu? D'où avons-nous cette idée adéquate? Réponse: nous ne l'avons pas
à un certain moment, nous l'avons elle aussi dès le début. Il démontrera dans l'éthique 5 que nous avons dès le départ l'idée de Dieu. Autrement dit, tout individu a dès le départ l'ordre des rencontres avec l'extérieur, source du premier genre de connaissance, les propriétés communes qui donnent les notions communes, source du deuxième genre, et dans l'âme l'idée de Dieu, source du troisième genre. Donc il n'y a pas d'apparition successive des trois genres de connaissances, même s'il peut y avoir pour un individu accès successif à ces trois genres. Les bases des trois genres sont toutes les trois là dès le début. Donc les trois genres sont hétérogènes. Ils renvoient chacun à une source différente, et ces trois sources sont d'emblée dans chaque individu. Simplement, chez la plupart des individus, la source du second et du troisième ne seront jamais aperçues, ne seront jamais remarquées. Elles resteront inertes et ne produiront pas d'effet. Alors, quelle est la différence entre le deuxième et le troisième genre de connaissance? Remarquez que cette fois, que Spinoza n'appelle pas le troisième intuition, mais science intuitive. Alors, le deuxième genre de connaissance, il nous donne des idées toujours adéquates. Le troisième aussi. Mais le deuxième genre de connaissance, étant donné qu'il est fondé sur des notions communes, qu'il renvoie donc à des propriétés qui sont communes à toutes les choses et qui ne constituent donc l'essence d'aucune chose, eh bien ce deuxième genre de connaissance ne nous donne jamais la connaissance des essences. Il nous donne seulement la connaissance des propriétés communes. Alors de propriétés de plus en plus complexes, on peut fonder toute une science sur ce deuxième genre, mais qui ne nous donne jamais l'essence interne des choses. En revanche, le troisième genre, lui, raisonne d'essence en essence. Il part de l'essence de certains attributs de Dieu, donc de l'idée de Dieu, pour donner la connaissance de l'essence des choses. Donc les trois genres de connaissances ont bien à la fois chacun une source différente, chacun un mode d'apparition différent et chacun des objets différents. Alors cette tripartition pose un certain nombre de problèmes. Premier problème, qui a eu une longue histoire dans le commentaire spinoziste. Comment interpréter le rapport du troisième genre aux deux premiers? Je veux dire par là, comment ça se fait que la raison ne suffise pas? Pourquoi il faut une science intuitive au-dessus? La réponse est toute simple, hein, elle est donnée dans le texte. Il ne suffit pas de connaître les propriétés communes, il faut aussi connaître l'essence des choses. Mais à partir de là, à partir de cette remarque qui va de soi puisqu'elle est dans le texte, on peut, en gros, construire deux interprétations différentes. Une première interprétation insiste sur le caractère insuffisant de la raison. Donc cette première interprétation a tendance à rapprocher le deuxième genre du premier genre. Puisqu'il faut un troisième genre de connaissance, c'est que le deuxième est insuffisant comme le premier. Pas de la même façon que le premier, mais insuffisant comme le premier. Donc, cette troisième interprétation insiste sur la spécificité du troisième genre. Et c'est sur cette base qu'on construit toutes les interprétations mystiques ou spiritualistes de Spinoza. C'est-à-dire en soulignant le fait que l'intuition est très au-dessus de la raison. C'est ainsi, par exemple, que Karl Gebhardt, qui est l'auteur de la grande édition de Spinoza des années 20, avait construit une interprétation qui appelait même irrationaliste Spinoza. Irrationaliste au sens de supra-rationaliste. Donc il soulignait le fait que la science intuitive était au-dessus de la raison. Donc dans un tel type d'interprétation, on souligne au fond les points communs entre le premier et le deuxième genre, leur insuffisance, et la coupure entre le troisième et le premier. En revanche, on peut imaginer un deuxième type d'interprétation, celui par exemple de Guéroult ou de Materon, qui souligne au contraire la rupture entre le premier genre et les deux autres, et la similitude entre le deuxième et le troisième. C'est-à-dire que certes, on admet qu'il y a une différence importante entre le deuxième et le troisième genre, puisque le deuxième donne la connaissance des propriétés et le troisième celui des essences,
Mais enfin, pour l'essentiel, le troisième est conçu dans la continuité du premier, donc il n'y a pas d'opposition entre la science intuitive et la raison, et au contraire, ils s'opposent ensemble au premier genre. Donc, suivant que vous mettez la continuité et la rupture entre le premier et le deuxième genre, ou entre le deuxième et le troisième, vous avez les deux grandes catégories d'interprétation du spinozisme. Cela dit, j'ajouterais que ce débat est un peu inutile, parce que Spinoza lui-même a très visiblement choisi. Spinoza lui-même souligne, dans les propositions qui nous intéressent ici, qu'en fait, à ses yeux, la rupture, elle est entre le premier genre et les deux autres. Donc Spinoza donne lui-même une interprétation rationaliste du spinozisme. Proposition 41, la connaissance du premier genre est l'unique cause de la fausseté, celle du deuxième et du troisième est nécessairement vraie. Proposition 42, la connaissance du deuxième genre et du troisième, et non pas celle du premier, nous enseigne à distinguer le vrai du faux. Alors, question quand même, si c'est l'interprétation rationaliste qui est la vraie, comment passe-t-on du deuxième genre au troisième? Qu'est-ce qui fait que nous apercevons l'idée de Dieu qui est en nous dès le début? L'explication se trouve un peu plus loin dans le livre 2. Proposition 44. Il est de la nature de la raison de considérer les choses non comme contingentes, mais comme nécessaires. Ce qui n'est pas le cas de l'imagination, évidemment. Corollaire, il est de la nature de la raison de percevoir les choses sub quadam aeternitatis specie. Alors que Apune traduit à tort, à mon sens, par comme possédant une certaine sorte d'éternité, et c'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. D'abord parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs sortes d'éternité, mais ce que Spinoza dit ici, c'est que la raison perçoit les choses sous un certain regard d'éternité, sous une certaine dimension d'éternité, ou sous la catégorie d'éternité. Autrement dit, la raison conçoit les choses, on pourrait dire d'un certain point de vue, du point de vue de Dieu. On pourrait donc dire, d'une certaine façon, que pour Spinoza, il y a trois idées de Dieu différentes. Mais chacune étant liée à un genre de connaissance, et avec une rupture et une continuité qui sont exactement celles des trois genres de connaissance. Le premier genre de connaissance, c'est l'imagination, construit une idée de Dieu anthropomorphique. C'est celle des religions et des superstitions. Donc une idée d'un Dieu qui a une volonté, qui est tout-puissant, etc., qui nous ressemble. C'est une idée qui paraît, aux yeux de Spinoza, complètement fausse, même si elle peut avoir des effets pratiques positifs. Le deuxième genre de connaissance construit une autre idée de Dieu. Simplement, cette idée de Dieu, elle n'est pas au début du deuxième genre de connaissance, elle est en sorte à sa fin. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'élève dans le deuxième, ce qui est au début du deuxième genre de connaissance, on l'a vu, c'est propriété commune, et non pas Dieu. Mais au fur et à mesure qu'on s'élève dans la construction de la science, on voit de plus en plus les choses sous l'aspect de l'éternité. Autrement dit, on voit de plus en plus les choses comme nécessaires. Donc plus la connaissance du deuxième genre se développe, plus on voit les choses comme des lois de la nature, comme des effets des lois de la nature. Et une connaissance du deuxième genre extrêmement développée fait apparaître l'ensemble des choses du monde comme totalement insérées dans un système nécessaire de lois de la nature. Alors, les lois de la nature, c'est ce que Spinoza appelle les décrets divins, les décrets de Dieu.
C'est-à-dire qu'en fait, un homme chez qui le deuxième genre de connaissance est extrêmement développé finit, alors, en fin de course cette fois, par construire une idée de Dieu qui n'est plus du tout l'image anthropomorphique du premier genre, mais qui est l'idée de Dieu comme unité des lois de la nature. C'est un des sens qu'on peut donner à l'expression toujours rabâchée Deus sive natura. Autrement dit, Dieu apparaît à la fin du deuxième genre de connaissance, non pas du tout, il n'est pas du tout connu par son essence, mais il est de plus en plus connu par toutes les propriétés de cette essence, puisqu'il est le principe, le foyer en quelque sorte des lois de la nature. C'est-à-dire qu'on aboutit à une idée de Dieu complètement débarrassée des oripeaux anthropomorphiques. Or, tout homme ayant en lui la troisième idée de Dieu, c'est-à-dire l'idée de Dieu connue par son essence, tout simplement, on ne l'aperçoit pas, en règle générale, parce qu'on ne la reconnaît pas. Cette idée de Dieu qui est en nous, l'idée réelle, l'idée adéquate de l'essence de Dieu, elle ressemble si peu à l'idée anthropomorphique du premier genre, que précisément quelqu'un qui est entièrement imprégné de cette idée anthropomorphique ne peut pas reconnaître l'idée de Dieu qui est en lui dès le début. Mais en revanche, quelqu'un qui, grâce au deuxième genre de connaissance, s'élève à la connaissance de Dieu comme foyer des lois de la nature, va se rapprocher indéfiniment de l'idée de Dieu qui est en lui dès l'origine. Autrement dit, il y a bien un passage du deuxième au troisième genre de connaissance, non pas du tout parce que le deuxième genre produirait l'idée de Dieu qui est à la base du troisième. L'idée de Dieu qui est à la base du troisième, elle y est dès le début. C'est l'idée de l'essence de Dieu. Mais en revanche, le deuxième genre construit, non pas l'idée de l'essence divine, mais l'idée de Dieu par ses propriétés, l'idée adéquate de Dieu. Et plus cette idée se rapprochera de l'idée de l'essence divine, plus j'aurai des chances de reconnaître l'idée de l'essence divine que j'avais déjà dès l'origine. Autrement dit, le deuxième genre ne produit pas le principe du troisième, mais il permet de le dégager, il permet de dégager ce principe qui était là dès le début. Donc ce qu'on peut dire, c'est d'une part, j'y insiste, que les trois genres de connaissances sont hétérogènes entre eux, d'autre part qu'il y a une rupture forte entre le premier et les deux suivants, alors qu'il y a une sorte de continuité entre le second et le troisième, la continuité dans l'équation, et enfin que si on ne regarde non pas la nature et la production des genres de connaissances, mais au contraire l'évolution d'un même individu, comment on devient mathématicien ou philosophe, il y a bien non pas un passage du premier genre au deuxième genre, mais un passage de la domination du premier genre à l'émergence du second, et ensuite un passage du développement du second au développement du troisième. L'idée de Dieu du premier genre est plutôt un obstacle. Puisque je parlais d'Achlar tout à l'heure, on peut me dire que c'est un obstacle épistémologique. C'est un obstacle à la fois affectif et épistémologique. L'idée de Dieu du second est au contraire un moteur pour passer au troisième. Alors vous voyez la distance où on se trouve par rapport au traité de la réforme de l'entendement. Ici, on n'est plus du tout dans la description brute, dans la remémoration des différents modes de perception, on est au contraire dans l'explication de leur production. Alors, je vais maintenant revenir sur la question de la fausseté et de l'erreur. Je ne vais pas avoir le temps de traiter entier aujourd'hui, mais on peut en traiter un certain nombre d'aspects. Alors pour ça, il faut mettre bout à bout plusieurs théorèmes. Alors, il faut prendre la série des propositions. Alors dans ce qui concernait le premier genre, la série des propositions 32 à 36. Et ensuite, en ce qui concerne
le second, le Scoli de la proposition 47. Alors, je commence par la première série, donc proposition 32 à 36. Alors, la plupart de ces propositions sont très rapides et sans Scoli, sauf la proposition 35. Donc, je vais lire la proposition, ensuite je m'attarderai un peu sur le Scoli. Donc, toutes les idées considérées dans leur rapport avec Dieu sont vraies. La démonstration, toutes les idées en effet qui sont en Dieu conviennent entièrement avec leurs objets et par suite sont vraies. Remarquez la distinction entre vrai et adéquat. On l'a déjà dit, Spinoza utilise le terme de adéquat. C'est évidemment la même idée qui est à la fois vraie et adéquate, mais ça renvoie à deux aspects différents. Spinoza utilise le terme d'adéquat pour désigner une structure interne de l'idée. Donc, dire d'une idée qu'elle est adéquate, ça ne renvoie pas à son rapport extérieur. Et en revanche, il utilise le terme vrai pour désigner la conformité avec l'objet. Et bien entendu, c'est parce qu'elle est adéquate qu'elle est vraie, et non pas le contraire. Puisqu'on pense l'idée en termes de production, c'est parce qu'elle est produite suivant toutes les règles de la positivité de sa production qu'elle est adéquate, donc qu'elle aura un rapport avec l'extérieur. Donc, toutes les idées concernant le rapport avec Dieu sont vraies. 33. Il n'y a dans les idées vraies rien de positif. Il n'y a dans les idées rien de positif à cause de quoi elles sont dites fausses. Bon, ça peut sembler une formule de type cartésien, mais en même temps, ça veut dire autre chose. Ça renvoie de nouveau à la production positive du vrai. 34. Toute idée qui en nous est absolue, c'est adéquate et parfaite, est vraie. 35. La fausseté consiste dans une privation de connaissance qu'enveloppent les idées adéquates, c'est-à-dire mutiles et confuses. Autrement dit, Spinoza utilise deux formules pour distinguer l'adéquat et l'inadéquat. Et ces deux formules, en fait, veulent dire la même chose. L'idée adéquate, plutôt l'idée inadéquate, c'est l'idée adéquate avec quelque chose en plus. Ou, si on préfère, quelque chose en moins. Je m'explique. Avec quelque chose en plus. C'est simplement le fait que cette idée confonde l'objet dont elle parle avec un autre objet. L'idée inadéquate du soleil, c'est une idée qui mélange la nature du soleil avec la nature de mon système optique. Donc il y a bien en quelque sorte trop dans l'idée inadéquate. Mais en même temps, c'est l'idée adéquate avec quelque chose en moins. Parce que du fait qu'elle mélange la nature d'un objet avec la nature d'un autre, ce qu'elle ajoute, c'est une privation de connaissance. Autrement dit, ce qui fait qu'on peut dire que l'idée inadéquate est fausse, ça n'est pas le simple fait qu'elle juxtapose ou mélange deux sources différentes. Parce que si on considérait, comme le fera le deuxième genre de connaissance, lorsqu'il étudie, par exemple, le fonctionnement du globe oculaire, si on considérait ces deux sources de connaissances comme renvoyant à deux objets différents, il n'y aurait rien de faux. Donc l'idée inadéquate, si on veut donner une définition complète, c'est à la fois quelque chose qui mélange les natures de deux objets différents et qui ignore la nature du mélange. Donc il y a bien quelque chose en trop, l'objet B ajouté à l'objet A, mais en même temps quelque chose en moins, la privation de la connaissance de cette confusion. Ce qui fait que l'idée inadéquate, en tant que telle, elle n'est pas fausse. Elle n'est fausse qu'à partir du moment où on ignore qu'elle est inadéquate. Remarquez qu'on est ici pas très loin de la tradition épicurienne, où effectivement, chez Épicure ou Lucrèce, les sens ne nous trompent pas. De fait, quand je vois de loin une tour carrée comme ronde, ce n'est pas une erreur au sens strict, c'est que les simulacres qui me amènent cette tour jusqu'à moi me l'amènent réellement arrondie. L'erreur, c'est quand je crois que la tour réelle ressemble au simulacre. Le raisonnement de Spinoza est à peu près semblable ici. Alors, je lis la position 36, après je reviens au schéma 35. Position 36, les idées inadéquates et confuses suivent les unes des autres avec la même nécessité que les adéquates, c'est-à-dire claires et distinctes. Autrement dit, il y a une chaîne d'idées inadéquates comme il y a une chaîne d'idées adéquates.
je reviens maintenant au Scoli, la proposition 35. J'ai expliqué dans le Scoli, la proposition 17, en quel sens l'erreur consiste dans une privation de connaissance. Mais pour l'expliquer plus amplement, je donnerai un exemple. Vous allez voir l'exemple qui est donné, c'est précisément celui qui était utilisé dans l'appendice de Éthique 1. Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Et cette opinion consiste en cela seul, qu'ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés. Ce qui constitue donc leur idée fausse de la liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leurs actions. Autrement dit, le fait qu'ils perçoivent leurs actions, en lui-même, n'est pas faux. Ce qui rend cette idée fausse, c'est qu'ils ajoutent à cette perception de l'action l'ignorance de la cause. Pour ce qu'ils disent en effet que les actions humaines dépendent de la volonté, ce sont des mots auxquels ne correspond aucune idée. Car tous ignorent ce que peut être la volonté et comment elle peut mouvoir le corps. Pour ceux qui ont plus de prétention et forgent un siège ou une demeure de l'âme, ils excitent habituellement le rire ou le dégoût. De même, quand nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est distant de nous d'environ 200 pieds, et l'erreur ici ne consiste pas dans l'action d'imaginer cela prise en elle-même, mais en ce que, tandis que nous l'imaginons, nous ignorons la vraie distance du soleil et la cause de cette imagination que nous avons. Plus tard, en effet, tout en sachant que le soleil est distant de plus de 600 fois le diamètre terrestre, nous ne laisserons pas néanmoins d'imaginer qu'il est près de nous, car nous n'imaginons pas le soleil aussi proche parce que nous ignorons sa vraie distance, mais parce que l'affection de notre corps, c'est la structure de notre œil, la structure de notre nerf optique, etc., donc chose de tout à fait réelle, mais parce que l'affection de notre corps enveloppe l'essence du soleil, en tant que le corps lui-même est affecté par cet astre. Donc, je commence par un dernier exemple. Lorsque je serai devenu astronome, je serai capable de calculer, à partir de notions communes, dans le deuxième genre de connaissance, la vraie distance. Ça ne supprimera pas le fait que quand je regarde le soleil, je le vois quand même à 200 pas. Simplement, désormais, cette image du soleil à 200 pas, je ne pourrai plus la dire fausse, puisque je saurai ce qu'elle est. Donc, elle ne sera plus une cause d'erreur en moi. Donc, l'erreur, dans le cas du soleil de 200 pas, n'est pas la production par le système oculaire de cette image. Cette production, elle, est quelque chose de tout à fait positif. Elle a ses propres causes, elle est l'effet d'une cause assignable, elle est donc un objet exactement du sens que le soleil. L'erreur, c'est de croire que cet objet est le soleil. Donc, devenu astronome, je ne commettrai plus cette erreur, mais l'objet existera toujours. Il y aura toujours à la fois l'objet réel soleil et l'objet image du soleil dans mon corps. Simplement, je ne confondrai plus les deux. Alors, je remonte maintenant à ce qui précédait, l'exemple qui précédait. Comment penser l'illusion du libre arbitre à partir de l'illusion du soleil de 200 pas? Qu'est-ce qui fait que... Alors, l'illusion, la liberté, c'est évidemment non pas l'idée de la liberté réelle, c'est-à-dire de la causalité interne, mais l'idée du libre arbitre. Alors, bien, de la même façon que j'ai le soleil à 200 pas, que je crois voir le soleil à 200 pas, que j'ai nécessairement les yeux du soleil à 200 pas, j'ai pour chacune de mes actions la perception réelle de cette action. Donc lorsque l'ivrogne se met à sonner sur la porte de son voisin à 3 heures du matin, il perçoit bien qu'il est en train de sonner sur la porte du voisin à 3 heures du matin. Simplement, il croit qu'il le fait librement. Pourquoi? Parce qu'il ne se rend pas compte que la cause de son action, ce n'est pas du tout une décision libre, c'est la quantité de vin qu'il a absorbée précédemment. Autrement dit, il y a une action, comme il y a le soleil, qui est réelle. Il y a la cause réelle de cette action, qui est le vin qu'il a absorbé et l'effet que ce vin produit sur son corps. Il ignore cette cause, et en conséquence, le libre arbitre naît, l'illusion du libre arbitre naît par la juxtaposition de la conscience réelle de l'action et de l'ignorance de la cause. Alors maintenant, imaginons un homme qui est dans le deuxième genre de connaissance, qui a été motivé pour telle ou telle raison à aller sonner la porte du voisin.
il perçoit exactement de la même façon que l'ivrogne le fait qu'il est en train de sonner la porte. Simplement, il sait la cause pour laquelle il est téléphoné. Alors, est-ce qu'il suffit d'avoir une représentation de la cause pour que cette vision ne soit plus fausse? Non. La représentation elle-même peut être fausse. En cas d'ivrogne, il n'y a pas de représentation du tout. Donc, il suppose la causalité. Mais on peut imaginer aussi une situation dans laquelle, alors, je traduis en termes psychanalytiques, mais on verra dans le livre 3, un certain nombre de théorèmes spinozistes se laissent assez facilement traduire en langage psychanalytique. On peut très bien penser que quelqu'un rationalise son action, et donc qu'à la fois il est conscient de son action, il imagine une cause de son action, et en fait il y a une autre cause réelle derrière. Exemple, alors c'est un exemple qui sera donné un peu plus loin par Spinoza, quelqu'un qui tient des discours pour condamner l'avarice, donc son discours contre l'avarice est une action, il s'imagine qu'il fait cela par vertu, donc il assigne une cause à son discours contre l'avarice qui est la vertu, la sobriété, l'austérité, tout ce que vous voudrez, et en réalité, il a une autre cause réelle qu'il ne veut pas s'avouer, qui est l'envie à l'égard des riches. Donc, là, ce n'est pas la simple ignorance d'une cause, c'est la substitution d'une cause imaginaire à une cause réelle. Autrement dit, ce que Spinoza est en train de faire dans ce Scoli, c'est d'avancer l'idée, alors qu'il n'apparaissait pas en tant que tel dans l'appendice du livre 1, que les phénomènes internes à l'âme, les phénomènes de connaissance ou les phénomènes d'affect, peuvent s'expliquer suivant des lois aussi rigoureuses que les phénomènes qui relient la sensation aux objets physiques. Donc on voit là exactement, à vif, comment le raisonnement spinoziste procède par généralisation de l'idée de causalité et de loi de la nature. Le type de loi que nous trouvons dans la physique ou dans la biologie, je rappelle pour la xème fois, le terme biologie n'est pas chez Spinoza, il est inventé au début du XIXe siècle, enfin bon, dans l'analyse de notre corps, le type de loi de la nature que nous trouvons dans cette analyse, nous le retrouvons exactement dans l'analyse des processus de notre âme. Donc, de même qu'il y a des lois de nature dans le fonctionnement du corps, il y a des lois de nature dans le fonctionnement de l'âme. Je passe maintenant à position 43 et Scoli. Position 43. Qui a une idée vraie, c'est en même temps qu'il y a une idée vraie et ne peut douter de la vérité de sa connaissance. Alors, je saute la démonstration. Scoli. Nul ayant une idée vraie n'ignore que l'idée vraie enveloppe la plus haute certitude. Avoir une idée vraie, en effet, ne signifie rien sinon connaître une chose parfaitement ou le mieux possible. Alors ici, on retrouve pour la première fois l'idée de certitude qu'on avait trouvée au début de traiter la forme de l'entendement. Certes, personne ne peut en douter, à moins de croire que l'idée est quelque chose de muet comme une peinture sur un panneau et non un mode de pensée, à savoir l'acte même de connaître. Alors, ça vise qui, cette idée de l'idée comme chose de muet comme une peinture sur un panneau? Ça vise effectivement la représentation cartésienne de l'idée comme seule représentation. Donc ici, Spinoza est en train de marquer sa différence avec Descartes dans la conception d'idée. Pour lui, l'idée, c'est d'abord la production de quelque chose, et non pas le résultat de cette production. Donc c'est d'abord un mode de pensée, l'acte de connaître, et non pas la figuration elle-même, le representamen, issu de cet acte. Donc, qui a une idée vraie, en est certain, précisément non pas parce qu'il est certain du résultat, mais parce qu'il ressent l'acte qu'il est en train de produire. Je laisse le Scoli 43, je passe au Scoli de 44.
on va retrouver de nouveau des choses qu'on a lues dans le traité d'entendement. Nous avons montré que si une fois le corps humain est affecté simultanément par deux corps extérieurs, sitôt que l'âme plus tard imaginera l'un des deux, il lui souviendra aussi de l'autre. Bon, c'est le processus d'association mémorielle. C'est-à-dire qu'elle les considérera comme lui étant présents l'un et l'autre, à moins qu'ils ne se rendent compte des causes qui excluent leur existence présente. Alors, faut-il entendre par c'est à moins qu'ils ne se rendent compte des causes? Ben, c'est tout simplement que ce qui se passe à l'intérieur de l'âme, c'est finalement un rapport de force. Lorsque deux connexions possibles entrent en rivalité, il y en a une qui est plus forte que l'autre. Autrement dit, lorsqu'un objet A m'est apparu une fois avec un objet B, une fois avec un objet C, et que l'objet B et C se contredisent, lorsque je repenserai l'objet A, les deux connexions se feront en même temps dans ma mémoire corporelle et en même temps dans ma mémoire de l'âme. Simplement, l'une des deux seulement pourra subsister. C'est la plus forte des deux qui éliminera l'autre. Nul ne doute d'ailleurs que nous imaginions aussi le temps, et cela parce que nous imaginons des corps se mouvant les uns plus lentement, plus vite que les autres, ou avec une vitesse égale. Supposons maintenant un enfant qui hier, une première fois, aura vu le matin Pierre, à midi Paul, le soir Siméon, et aujourd'hui de nouveau a vu Pierre le matin. Il est évident que sitôt qu'il voit la lumière du matin, il imaginera le soleil parcourant la même partie du ciel qu'il aura vu la veille. En d'autres termes, il imaginera le jour entier, et Pierre avec le matin, Paul à midi et Siméon avec le soir. C'est-à-dire qu'il imaginera l'existence de Paul et de Siméon avec une relation de temps futur. Au contraire, si voici le soir, il rapportera Paul et Pierre au temps passé, les imaginant en même temps que le passé. Et cette imagination sera constante, d'autant plus qu'il les aura vus. Qu'il les aura vus plus souvent le même ordre. Qu'est-ce que Spinoza est en train de faire ici? Il est en train de construire un concept de temps et non pas de durée. Un concept de temps où le temps est produit uniquement par association entre des événements. C'est-à-dire que le temps n'est pas d'abord une réflexion sur la durée, c'est d'abord une production nécessaire de conjonction entre événements. Donc le matin, c'est la conjonction entre la venue de Pierre et la naissance du soleil. Simplement, la durée ensuite sera perçue à travers le cadre qui aura été ainsi construit. Alors je saute la suite du raisonnement qui concerne l'imagination flottante et qu'on saura mieux une fois qu'on aura passé la fluctuation animi. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que les erreurs liées au temps, pour Spinoza, ne s'expliquent pas différemment des autres erreurs, tout simplement parce que l'idée du temps est produite exactement comme les autres idées, par des associations événementielles concernant notre corps. Nous n'avons aucune idée préexistante du temps. Bon, vous avez remarqué que dans le cours du raisonnement, Spinoza a liquidé très rapidement l'idée de libre arbitre. Il a cherché à expliquer l'illusion sans le raisonner pour lui-même. Donc, la fin du livre de Éthique 2 va être consacrée justement à ces questions du rapport entre la volonté et l'entendement. Donc, c'est ça qu'on étudiera la prochaine fois. C'est-à-dire les dernières propositions et surtout les derniers scolies qui les commentent.